Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce dernier Autrement de la saison. On va se poser une question, plusieurs même ce soir, avec celle-ci pour commencer. Comment vivre ensemble malgré nos différences, de genre, de salaire, d'origine, de statut? Nos invités ce soir se mobilisent chacune à leur manière pour penser l'accueil de toutes personnes migrantes, réfugiées, demandeuses d'asile, primo-arrivantes, le tout dans un objectif égalitaire. Sont avec nous ce soir Nick Arnaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un habitant de Dariachou. C'est une maison. Comment vous la qualifieriez? En fait, c'est une maison habitable. Moi, je C'est la une qualifie. maison dans la forme des maisons qu'on connaît, mais au-delà de ça, il y a un sens derrière. Vous parlez de maison égalitaire, libre, collective. Ouais, en fait, moi j'appelle ça, en fait, c'est ma famille. C'est une maison là où je me sens vraiment hyper confortable, avec des personnes en fait avec lesquelles je peux m'identifier. Et en fait, moi en tant que personne réfugiée, du coup, en fait, c'est un endroit chaleureux qu'on trouve pas partout et c'est pas toujours évident en tant que personne migrante ici en Belgique de trouver ce genre de lieu. Et c'est ça. Vous avez été une personne migrante, hein, donc vous connaissez. Aussi ce parcours, on en reparlera et on ira visiter la maison. En face de vous, Cerise van der Kerkhove, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes membre de l'ASBL Singa, qui met en relation des personnes primo-arrivantes et des habitants de la capitale, de Bruxelles principalement. Tout à fait, l'objectif c'est vraiment de créer du lien entre des Bruxellois et des nouveaux arrivants, quel que soit leur statut, et pour faciliter l'inclusion de ces nouveaux arrivants à Bruxelles. Et un de nos projets a pour objectif de créer des cohabitations, des colocations entre ces deux publics. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir, même si vos projets sont un peu chamboulés par la crise du Covid comme tous évidemment. Olivier Vermeulen, bonsoir. Autre habitant, donc colocataire de Nick Arnaud en fait. Vous êtes éloigné parce qu'on doit respecter le mètre 50 qui est de mise, mais vous vivez ensemble. Comme ça aussi. On va pas le cacher. Non, Oui, c'est non ça. dans la maison, on peut manger ensemble. Vous avez le droit, vous êtes une bulle. On a la chance d'avoir une bulle avec nous ce soir. Et puis Adriana Costa Santos, qu'on ne présente plus, hein, de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Vous allez nous parler, Adriana, ce soir des hébergements collectifs. C'est un peu la nouvelle tendance de l'accueil des réfugiés. Comment vous le qualifiez ? Peut-être au-delà de nouvelles tendances, ce sont des projets qui sont entièrement menés par des citoyens depuis déjà plusieurs années, qui vont de pair avec l'hébergement citoyen, l'hébergement à la maison, où des citoyens, des citoyennes interpellent les pouvoirs locaux ou des propriétaires privés pour occuper des espaces et y organiser de l'hébergement de réfugiés. De plusieurs personnes ensemble. On en parlera tantôt. Alors, je vous le disais, je vous propose qu'on commence par une visite de Dariachou. C'est cette maison, colocation. Ça se trouve à Saint-Josse. Regardez. Salut, bienvenue chez Dariachou. Moi je viens d'ici. Moi je suis du Burundi. Ici vraiment on mange tout parce qu'on a des cultures différentes, on mange burundais, soudanais, belges, d'un peu partout parce que dans la maison on trouve des gens de partout dans le monde et ici c'est là où on s'assoit pour manger, discuter, échanger, parler des choses en fait qui nous touchent et aussi penser à des projets Dariachou parce qu'à Dariachou on a plusieurs projets, plusieurs activités. On a comme objectif, comme projet d'accueil pour des personnes, des SDF, des personnes qui n'ont pas un toit, des primo-arrivants qui malheureusement dorment dans la rue, qui n'ont pas un logement, mais venir ici le matin, 2 ou 3 fois la semaine, prendre un thé chaud, prendre du café. On aimerait bien avoir un espace informatique, avoir accès à des professionnels, les assistants sociaux et les avocats. Chez Dariachou, on est au nombre de 6 personnes qui vivent dans les chambres individuelles. Et puis, il y a 2 chambres collectives. Ça, c'est au projet. On aimerait bien accueillir 6 personnes, 3 personnes dans chaque chambre. On sera au nombre de 12 personnes qui vont habiter dans cette maison. J'ai quitté le Burundi, j'étais très jeune même, mes 13-14 ans. Je suis parti en Ouganda en tant que réfugié. L'Ouganda, c'est mon premier pays d'accueil. Et malheureusement, j'ai été obligé de quitter le pays à cause
de mon activisme et mon orientation sexuelle qui, je suis considéré là-bas comme un criminel malheureusement. Maintenant je suis ici en Belgique, ça fait 2 ans et demi que j'habite en Belgique. Et pourquoi je suis venu ici à Dariachu, c'est pour donner l'opportunité à des gens comme moi, des gens qui viennent d'arriver en Belgique, qui ne savent pas quoi faire et tout ça. Moi, j'aurais aimé avoir aussi cette opportunité que Dariachu offre et donner accès, donner la chance à d'autres personnes réfugiées, demandeurs d'asile ou en transit. Voilà, Annick Arnaud, Giri-Oudja, c'est vous, hein, vous nous présentez cette maison Dariachu. Dariachu, ça veut dire quoi déjà? Le Dariachu, c'est 2 langues. Et, c'est Dar, qui s'appelle maison en arabe. Et Yachu, c'est dans ma langue maternelle, le Kirundi. Et du coup, qui veut dire notre. Ça veut dire notre, ça. En fait. Ouais. C'est notre maison, c'est la maison en fait de tout le monde. Et ouais, c'est ça, c'est Dariachu. Olivier, vous, cette maison, avant qu'elle ne s'appelle Dariachu, vous y viviez. C'était une colocation à la base plutôt classique, et puis il y a eu des accueils qui se sont faits, accueil de personnes primo-arrivantes, de réfugiés, dans la grande salle qu'on a vue sur ces images. Et puis comment c'est devenu Dariachu avec ses chambres collectives, tout ce projet, comment il est né? Ça a démarré via des questionnements en interne parce que ce qu'on faisait n'était pas parfait, avait des dysfonctionnements. Donc on a démarré d'abord en lien avec entre autres la plateforme citoyenne quand il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient des logements au parc Maximilien. Et puis, petit à petit, il y avait notre propre réseau qui faisait qu'il y avait des gens qui vivaient avec nous. Mais on était dans des tensions de racisme, de classisme, de problèmes qu'il y avait, parce qu'on habitait avec les Blancs qui habitaient dans les chambres qui étaient dans la maison et les personnes noires qui étaient les réfugiés qui dormaient dans la grande salle. Et donc, ça créait déjà très fort une tension entre les deux. En plus, on avait envie de pouvoir vivre avec eux au lieu de juste leur offrir un toit, qui est un peu une forme de charité encore. Et que du coup, plutôt être dans vraiment un questionnement de notre propre personne en écoutant ce que les autres ont à nous apprendre. Et donc là, on a eu une opportunité, c'est que les propriétaires vendaient la maison. Ils ont décidé de la vendre au début de cette année-ci. Et on s'est dit, en fait, soit on doit quitter et tout s'arrête, alors que justement, on apprend depuis 3 ans énormément comment mieux vivre ensemble. Et en fait, on s'est dit, non, on va créer une structure, une ASBL, qui a un objectif social clair et qui a envie de faire que ça puisse perdurer plus longtemps. Et on a racheter du coup la maison via une campagne. On a trouvé, campagne de levée de fonds, on a trouvé un capital de départ. Et du coup, maintenant, on doit signer l'acte pour racheter la maison. Et puis alors, maintenant, la grande salle qui était un dortoir se transforme en centre de jour, comme expliqué dans la vidéo. Pour avoir un espace pour des personnes qui ne vivent pas forcément chez vous, mais un espace ouvert pour prendre un café, un thé. Voilà. Aller sur Internet ou avoir des contacts avec des assistants sociaux. Voilà. C'est un peu l'idée. Adriana, on parle de cette genèse, le parc Maximilien, l'accueil des réfugiés, il fallait faire face à l'urgence, les citoyens, citoyennes accueillaient les gens chez eux parce qu'il n'y avait pas de place, pas d'endroit ailleurs. Comment ça évolue aujourd'hui justement la plateforme? Vous parliez de ces hébergements collectifs, c'est une autre manière d'évoluer quand vous voyez ce projet-là, donc on part d'une coloc et puis finalement ça devient une maison pour tout le monde. C'est un peu ça aussi ce qui se passe du côté de la plateforme plus généralement. Tout à fait. Donc moi, comme disait Olivier, on s'est rencontrés dans un autre cadre de l'hébergement citoyen, comme il se passe dans beaucoup de foyers en Belgique. Si au départ, on part effectivement sur cette démarche d'urgence de rapidement mettre 1, 2, 3 personnes à l'abri pendant 1, 2, 3 nuits, très rapidement et je dirais inévitablement, des liens se tissent, les personnes commencent à se rencontrer, il y a des nouveaux besoins qui sont révélés, notamment les besoins d'information, d'accès aux droits, d'accès à des soins, pour lesquels les citoyens ont énormément participé à accompagner, à se renseigner, à informer à leur tour. Et donc, les hébergements collectifs sont un peu la suite logique de tout ce qui a été mis en place à ce niveau-là, autant dans l'urgence de la mise en place rapide d'espaces dortoirs pour loger un maximum de personnes, vers des lieux qui proposent effectivement cet accompagnement, cette inscription dans la durée de l'accueil. On va regarder ce que c'est un hébergement collectif dans une vidéo faite par la plateforme citoyenne justement qui présente ce projet.
Alors, les hébergements collectifs sont des lieux qui sont mis à disposition par des propriétaires privés, des communes et des ASBL. Ce sont des lieux qui nous permettent d'héberger entre 15 et 30 personnes et où s'organise l'accueil, la logistique, la récolte de dons et d'invendus grâce à des centaines de bénévoles. Les hébergements collectifs, on les trouve à la fois à Bruxelles mais aussi en Wallonie et c'est là qu'on a pu en ouvrir plus de 30 pendant toute la période de confinement. Si vous avez un lieu vide à disposition ou si vous avez envie d'interpeller votre commune pour qu'on en trouve un tous ensemble, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, donc il y en a aussi de nombreux en Wallonie. Ça, c'est un peu les derniers développements. Ici, pendant le confinement, ça a bien fonctionné d'ouvrir des lieux comme ça en Wallonie. C'est parce qu'il y a eu une mobilisation citoyenne que les communes aujourd'hui sont à l'écoute de cette proposition de transformation en lieu d'hébergement collectif. Absolument. Donc le projet il part de la solidarité citoyenne, du rassemblement de citoyens au niveau local et d'interpellations qui sont faites vers les pouvoirs locaux, sachant que ces citoyens se mobilisaient déjà, étaient déjà solidaires. La demande de base était de demander aux communes d'être solidaires avec eux, autant en proposant des transports, des colis, du soutien à la solidarité citoyenne, qu'à travers la mise à disposition, à travers des occupations précaires, des lieux pour héberger des personnes pendant des durées déterminées. Avec le Covid, effectivement, il y a énormément de négociations qui étaient déjà en cours et qui se sont très vite accélérées. Aussi parce que dans les bâtiments communaux, il y a eu des espaces qui ont été fermés à cause des mesures de confinement et qui ont pu être réadaptés pour accueillir des hébergements. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espaces qu'on entend comme ça. On fait souvent des reportages ici à BX1 pour dire, ben voilà, tel théâtre ouvre ses portes aux personnes sans abri, aux personnes migrantes, pour avoir un petit coin de chaleur et aussi une écoute. C'est sûr que les lieux communs ne sont plus utilisés pour le moment, donc c'est peut-être une autre manière de les utiliser. Singa, Cerise, votre projet, c'est un projet qui est plutôt mondial, en tout cas dans plusieurs pays francophones du monde, au Canada, en France notamment. C'est né d'où cette volonté de mettre les primo-arrivants en contact avec les habitants? C'est amusant. Le projet à Bruxelles, il est né suite à l'engagement de certaines personnes à la plateforme citoyenne, justement, qui se sont rendus compte que certes, il y avait des besoins vraiment d'urgence pour les personnes qui arrivaient en Belgique ou qui transitaient par la Belgique, mais que sur le plus long terme, il y avait vraiment un besoin de créer du lien avec la société bruxelloise, parce que sans lien, on va avoir beaucoup moins d'opportunités en termes de pratique de la langue, en termes d'accès au logement, en termes d'accès à l'emploi, en termes de bonheur, tout simplement. Et donc pour nous, c'était vraiment important de rassembler ces deux publics, et on le fait par plein d'activités, par un système de binôme et par la formation de colocation, de cohabitation. Un système de binôme. On va peut-être écouter le témoignage de Marie et Mohamed. Ce sont deux personnes qui ont vécu justement en binôme pendant quelques mois via le projet Singa. En fait, ça s'est passé à un tournoi de hockey. J'ai rencontré justement des migrants, parce que, justement dans le cadre de Singa. Et en fait, c'était super sympa d'avoir une activité commune. Donc, je me suis intéressée à l'association. Et alors là, j'ai décidé d'y aller. Et là, j'ai plus vraiment réfléchi. Je me suis lancée. Et voilà, je suis très contente de l'avoir fait. C'est ma famille. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. Comme une famille, comme des amis. C'est trop difficile de partir. Même lui dire au revoir est très difficile. Voilà, exemple d'une colocation qui s'est créée, c'était il y a un peu plus d'un an, 4 mois, où ces deux personnes ont vécu ensemble. Aujourd'hui, c'est le même principe, vos projets de colocation? Oui, donc le principe reste le même, c'est de mettre en contact des colocations ou des ménages qui auraient une chambre libre avec une personne réfugiée en recherche de logement. Jusqu'aujourd'hui, on faisait principalement des accueils qui duraient maximum 6 mois, avec une contrepartie financière modérée. À l'heure d'aujourd'hui, on remarque que beaucoup de personnes ont également envie d'être dans des colocations à plus long terme et de vraiment vivre sur un pied d'égalité en colocation. Et donc maintenant, on commence à proposer également des colocations à plus long terme où la personne qui rejoint la colocation paye son loyer à part égale comme tout le monde. Et alors, vous travaillez
travaillez avec des fonds, comment ça se passe? Ça veut dire que ce sont des personnes réfugiées qui ont des accès, qui peuvent avoir un travail déjà, parce que c'est ça la difficulté aussi ici en Belgique. Tout à fait. C'est vrai que dans la plupart des projets Singa, on ne fait aucune distinction de statut, de rien du tout. Dans le projet Comme à la maison, donc qui est ce projet d'hébergement, pour l'instant, on a dû faire des choix. Et donc, il se destine uniquement aux personnes qui ont obtenu un statut de réfugié ou de protection subsidiaire et qui, du coup, ont accès à toute une série de droits, dont le droit de travail. Alors, Nick Arnaud, je reviens vers vous parce que on parle de tous ces projets qui sont maintenant présentés, mais vous êtes sur ce plateau une personne où vous avez vécu cette migration, ce statut de réfugié, etc. Ce que vous avez entendu d'Olivier qui explique que dans ces accueils qu'il y a eu il y a 2 ans maintenant, après au parc Maximilien, les accueils citoyens, que finalement dans les personnes qui accueillaient des gens chez eux, il y avait quand même une forme de racisme, de classisme qui s'installait. Comment vous l'avez-vous vécu et comment vous pourriez faire en sorte que ça change à Dariachou? Mais en fait, Dariachou, c'est ça qui est un peu plus... moi, je dis que c'est un peu plus spécial avec Dariachou, c'est qu'en fait, les gens qui habitent, les colocataires et tout, qui forment cette colocation, en fait, c'est des personnes comme moi, des personnes migrantes, des personnes sans papier, des personnes en demande d'asile, et aussi, en fait, des personnes qui sont nées ici, qui ont grandi ici en Belgique. Du coup, le fait que... lorsqu'on parle de projets, des activités, lorsqu'en fait, on veut mettre quelque chose en place, c'est toutes les voix. C'est ma voix, en fait. Moi, je parle de mon expérience. Il y a aussi une personne qui est sans papier, qui parle de son expérience, et de l'autre, en fait, c'est comme ça. Et du coup, avec nos expériences, de ce qu'on échange et tout ça, c'est qu'on essaie de ne pas reproduire les erreurs de ce qui s'est passé, ou bien des erreurs qui sont commises un peu partout dans ce genre de lieux collectifs. Et en fait, je pense que c'est un point fort pour le projet, et on espère en fait que ça va aller, que du coup moi ce que je n'aurais pas aimé que ça m'arrive, j'espère que ça va pas arriver avec quelqu'un qui va venir dans notre collectif, et qui va se sentir un peu pas au même niveau, en fait. C'est ça, Olivier? Comment on fait dans votre colocation déjà pour gérer les loyers, et comment on fait pour que ce soit le plus égalitaire possible? Les loyers, c'est presque juste un des éléments de plein de relations humaines qu'il y a. Les loyers, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tous défini ce qu'on était capable d'amener à la maison, que ce soit par rapport à ce qu'on reçoit directement, de quel que soit le revenu qu'on a, ou aussi par rapport aux capacités qu'on a de trouver un emploi. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de trouver un emploi à Bruxelles que pour Nick, parce que juste quand mon prénom et mon nom de famille passent, ça passe plus tout seul, parce qu'il y a un racisme qui se passe là. Et donc on participe en fonction de nos privilèges, ça c'est pour le loyer. Et puis après, comme disait Nick, là je ne dois pas ajouter grand-chose, c'est qu'on essaye dès le départ, faire participer tout le monde. Alors, ce qu'on a encore comme difficulté aujourd'hui, c'est que pour les personnes qui sont à long terme dans la maison, ils sont pris dans le projet, ils essayent de trouver en fonction de leurs compétences ce qu'ils peuvent faire. Mais les personnes qui sont de passage et qui ont envie de trouver un lieu de repos pendant 3 mois, et puis après d'aller vivre ailleurs, parce que c'est leur choix d'aller vivre ailleurs, ces personnes-là, en fait, c'est plus difficile de les ancrer dans le projet vu qu'ils n'ont pas d'objectif de rester à la maison. Donc là, on doit encore voir comment fonctionne, faire des réunions différentes, une réunion juste pour voir comment on fait le quotidien, puis une réunion plus sur le long terme, s'organiser comme ça avec des moments différents. Et voilà, ça c'est au jour le jour qu'on apprend. Mais pour l'instant, vu que dès le départ, comme disait Nick, tout le monde est présent, ça se passe plutôt bien. Oui. Cerise, quand vous voyez l'exemple d'une colocation comme ça, les colocations qui fonctionnent via Singa, que vous supervisez d'une certaine manière, ou en tout cas que vous initiez, vous essayez aussi de traiter cette question-là, de comment finalement, accueillir c'est bien, mais comment faire pour que ça se fasse de manière égalitaire? C'est une vraie question, et je reconnais totalement les difficultés auxquelles on est confronté dans le témoignage d'Olivier et Nick. Nous, on essaye de notre côté de préparer les colocations, d'avoir des discussions, de bien comprendre les attentes, qu'est-ce qu'ils projettent en fait en pensant faire parfois de la charité à quelqu'un, alors qu'on a vraiment envie que le coloc soit considéré juste comme un colocataire à part entière. Et c'est très, 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 très compliqué, mais on essaye de préparer les colocations au mieux, d'être en contact avec les colocations, les cohabitations durant toute la relation, pour pouvoir identifier des points de blocage et des discussions qu'alors on devrait peut-être avoir au fur et à mesure que l'expérience se déroule.
Dans les hébergements collectifs, Adriana, c'est quelque chose que vous remarquez aussi, cette différence de classe qui s'installerait peut-être entre bénévoles et hébergés. Comment on gère ça au quotidien dans ces lieux qui fonctionnent vraiment avec énormément de bénévoles, des gens engagés qui ont du temps pour aider et être là? Alors, a priori, les maisons s'organisent en autogestion. Donc, les personnes qui habitent ont un lieu à disposition et toute une série de facilités qu'elles utilisent au quotidien. Les bénévoles sont là surtout en soutien logistique. On essaye dans la mesure du possible d'impliquer tout le monde, déjà partant de règles qui sont les mêmes pour les hébergés et les bénévoles, et donc pour justement pouvoir proposer un cadre qui est le plus égalitaire possible, mais aussi l'idée que les bénévoles peuvent amener ce qui existe dans le quartier et vraiment ce qui est la base d'ancrage des projets dans les communes, donc de ne pas rester à l'hébergement et à ce qui se passe dans la maison, parce que là finalement c'est comme dans toutes les colocs, il y a des tensions à régler, il y a des choses à mettre en place pour que ça marche, mais aussi le fait de pouvoir avoir des bénévoles qui habitent le quartier, qui connaissent les ASBL, les initiatives culturelles, sportives, et qui peuvent justement faire le lien entre les personnes et le quartier dans lequel elles vont habiter. Et ces lieux qui ont une importance aussi, une raison d'être, notamment un des hébergements collectifs dont on a déjà parlé sur BX1, et j'aimerais qu'on en touche un mot, c'est la Sister House, un hébergement collectif réservé aux femmes migrantes. On sait l'importance de leur laisser un lieu aussi où elles peuvent être. C'est quoi la Sister House aujourd'hui, Adriana ? Donc la Sisters House est effectivement née du projet d'hébergement collectif à travers la mise à disposition de 2 appartements par la commune d'Ixelles. À la base, oui. À la base, aujourd'hui, nous sommes dans un dispositif qui a pris beaucoup d'ampleur, surtout vis-à-vis des besoins qui ont été découverts et exprimés tout au long de ce projet. Et donc c'est un dispositif d'hébergement, mais aussi d'accompagnement et d'information pour femmes migrantes, qui est exclusivement géré par des citoyennes bénévoles femmes et qui propose un accueil qui tient compte des spécificités liées au parcours migratoire des femmes. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit dans la majorité des dispositifs qui sont mis en place, c'est que la neutralité ou la non prise en compte des aspects liés au parcours migratoire des femmes crée des inégalités ou des difficultés d'accès pour les femmes. Et donc, à la Sisters House, on fonctionne depuis le lieu d'hébergement et les liens de confiance qui s'y créent, les besoins de base qui trouvent une réponse, vers un accompagnement, notamment à travers le hub humanitaire à Bruxelles, qui essaye de répondre aux demandes de besoins avec une approche qui tient compte des questions de genre dans la migration. Voilà, l'intérêt d'un lieu en non-mixité pour en parler et qui s'explique simplement parce qu'il y a déjà beaucoup plus de personnes migrantes hommes, et puis aussi parce qu'on est dans une société patriarcale et que souvent ce sont les hommes qui font les lois, les schémas et tout ce qui existe. Alors il reste très peu de temps pour cette émission, malheureusement on a encore plein de choses à dire, mais Olivier, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, c'est quoi le combat d'un habitant militant comme vous dans une maison d'Ariacho pour que ça puisse se passer ailleurs, des projets comme le vôtre? Là, par rapport à Adriacho, on a commencé à avoir des contacts d'autres groupes qui veulent voir ce qu'on a fait et comment le faire aussi. On a maintenant un contact d'un syndicat allemand aussi qui a acheté plein de maisons, et donc il y a vraiment cette idée d'autonomiser les maisons par rapport à des demandes communes. Nous, en fait, on a envie aussi sortir d'être dans une situation de demande. Donc ça, on crée, c'est plutôt l'idée de réseau, mais c'est le tout début. Et puis sinon, en fait, à côté de ça, on est engagé dans Adriacho, mais à côté de ça, on se dit qu'il y a encore des gens à la rue, malgré tout ce qu'on fait ici autour de la table. Et donc, parfois, on se dit qu'il faut ouvrir des squats, comme on fait dans des réseaux qui entrent alors dans les bâtiments où les communes n'ouvrent pas. Il y a des CPS qui ont des bâtiments vides. Bien sûr, et à un moment, il faut mettre la pression. À Bruxelles, donc ça, on fait ça aussi à côté, et ça, c'est en dehors de Adriacho, sauf que c'est la même philosophie qui nous porte. Donc, continuez à mettre la pression pour ouvrir ces lieux, un maximum de place pour que les gens ne soient pas dans la rue. Nick Arnaud, votre mot de la fin, vous... en tant qu'habitant d'Ariacho aussi et cohabitant.
Le mot de la fin, j'aimerais dire en fait que c'est Dariachu, le projet est toujours là. Comme on a lancé le crowdfunding sur notre page Facebook, sur notre site web www.dariachu.net. On peut encore vous soutenir. On peut encore nous soutenir et continuer à nous soutenir parce que les gens vraiment nous soutiennent et on vous remercie et on est toujours là. L'ASBL Singa, vous avez une page Facebook, Instagram, tout ce qu'il faut, un site internet aussi pour savoir comment vous soutenir et puis participer. Parce qu'on a parlé des projets de colocation, il y a d'autres activités communes qui sont en pause pour le moment, mais qui vont reprendre. Qu'on fait encore en extérieur. En extérieur, et en respectant ce qu'il faut respecter. Mais donc, il y a encore moyen de s'engager. Et puis, Adriana, les hébergements collectifs pour vous soutenir, ça se passe aussi sur votre site internet. Hein. Si on a l'idée d'un lieu qu'il faut aller un peu militer pour dire celui-là, il pourrait être occupé ou la commune pourrait mettre celui-ci à disposition, c'est possible? Oui, tout à fait. Nous avons toute une série d'outils à mettre à disposition des citoyens qui ont envie d'interpeller leurs pouvoirs locaux ou des propriétaires privés qui ont envie de mettre leurs biens à disposition. J'ai vu tout à l'heure que le site est passé dans la vidéo. Donc on le retrouve et ce sera à retrouver en dessous si vous nous regardez sur Facebook ou sur Internet. Merci d'avoir été avec nous pour cette dernière émission Autrement de la saison. Je vous retrouve l'année prochaine, du coup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.